grand dialogue. Sigeka Foba. Edouani wa Makaran. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chaîne Nibéro. Haloud Mauni. Chaîne Nibéri. Sigeka Foba. Le grand dialogue. Le grand dialogue. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Nous sommes mardi 13 janvier 2015. Bienvenue à cette émission qui fait un focus sur la liberté d'expression dans le monde. Nous sommes donc avec trois invités. Le quatrième sera au téléphone. L'imam Mamadou Diallo de Trokrobourou, chargé du dialogue islamo-chrétien ici à Bamako. Ensuite, Madame Togola Awa Togola de Kunamfoni.com. Également, Ahmedi Diarra, président du conseil de base des Maliens de France, et Maman Sissé, journaliste à l'indicateur du renouveau. Madame Togola Awasimega, de Kunafoni.com. Nous sommes donc avec vous pour cette émission consacrée à la liberté d'expression dans le monde. Bienvenue, je suis Famoussa Sidibé. Petingera est à la mise en onde. Studio Tamani. Une semaine après l'intervention française au Mali, le Courrier international a écrit dans ses colonnes: s'il n'était question que du Mali, les militaires français n'auraient sans doute pas été engagés dans cette guerre dans le Sahel, et les intérêts de l'ancienne puissance coloniale sur le continent ne permettaient pas d'expliquer une intervention aussi risquée. Si la France intervient, c'est parce que l'État sahélien menace de devenir un danger pour l'Europe. La menace est aujourd'hui au cœur de l'Europe et c'est la liberté d'expression qui est en cause. Alors, Maman Sissé, vous êtes journaliste à l'indicateur du renouveau. Est-ce que trop de liberté ne tue pas la liberté? Ces terroristes se sont formés à l'étranger et jouissaient d'une liberté totale en France. Encore une fois, est-ce que trop de liberté ne tue pas la liberté? Non, j'interprète ça d'une autre manière, dans la mesure où je dis la liberté, que ce soit la liberté de mouvement ou autre, elle ne doit pas quand même être absolue. Et comme l'a dit un célèbre penseur, Tariq Ramadan, je pense que cette liberté, il y a des conditions dans lesquelles ça doit s'appliquer. Je pense que c'est ce qui a manqué au Mali et ailleurs. Alors, Awa, j'ai mis trop de Togola devant votre nom. Absolument. Awa, Madame Togola Awasimega. Oui. De Kunafoni.com. Trop de liberté ne tue pas la liberté? Quelque part, oui, on serait tenté de dire ça, parce que trop de liberté, il faut une limite à tout, en fait. Voilà, donc la liberté, c'est vrai, mais il faut vraiment limiter, parce que là, quand il y a l'excès de liberté, ça conduit inévitablement à ce qu'on a vécu avec Charlie Hebdo tout récemment. Imam. Oui, Bismillahirrahmanirrahim, wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Je suis entièrement d'accord avec mes deux prédécesseurs, surtout quand il s'agit des prophètes. Vraiment, on doit vraiment faire attention. Je ne vais pas répéter ce qu'ils ont dit, mais je partage parfaitement leur avis. Je pense que trop de liberté sans limite, et ça conduit à ce qui est arrivé maintenant. Voilà. Alors, doit-il exister dans un pays comme la France une loi comme le Patriot Act qui existe aux États-Unis pour donner plus de prérogatives à la justice, Maman Sissé? Non, je pense que s'il y a des lois, c'est des lois qui ne doivent pas être des lois sélectives. Je pense que la France elle-même doit avoir son dispositif au niveau social. C'est important dans la mesure où on voit dans les médias français, au niveau des classes populaires, certains discours qui tendent un peu à diaboliser un certain nombre de communautés ou de religions. Je vais juste vous parler du cas par exemple de Éric Zemmour que je connais très bien. Récemment, il a été renvoyé. Il a été renvoyé de ITV parce que tout simplement, il a demandé à ce qu'il y ait une déportation des musulmans de la France. Vous voyez, des discours comme ça, ça crée ce qu'on a vu. Alors, Awa, votre avis sur cette possibilité qu'il puisse exister une loi comme le Patriot Act aux États-Unis, en France? En France, ça devrait exister parce que là, je crois qu'il y a un excès de liberté. Pour le cas, d'abord, je condamne ce qui s'est passé avec Charlie. C'est des actes odieux qui relèvent pas du tout de l'islam,
Bien au contraire, l'islam, c'est une religion de tolérance et tout. Et maintenant, ce qui s'est passé là-bas, il faut vraiment une limite. Parce que Charlie, c'est un journal qui, c'est vrai, provoque. La caricature, c'est la provocation. Mais provocation ne veut pas dire excès de liberté, excès de ce qu'ils font. Parce que ce qu'ils font, c'est plus que de la provocation. C'est plus que de la provocation. Il faut une limite à ça. La liberté d'expression, la liberté de chacun commence où commence celle des autres. Voilà. Donc, mais on a vu dans ces caricatures, il n'y a pas que l'islam qui est visé, il y a les juifs, il y a... Justement. Il y a les chrétiens. Il y a les chrétiens, il y a les juifs. Et je dirais même que si c'était à une certaine époque, quand ils ont fait une caricature de la naissance de Jésus. Et ça, c'est clair qu'ils auraient été exécutés immédiatement, publiquement, sur la place publique. Mais là, on parle maintenant de liberté d'expression et tout, mais il faut vraiment une limite. Il faut une limite. D'accord. Nous avons au téléphone Amédi Diarra, président du conseil de base des Maliens de France. Monsieur Diarra, bonjour. Bonjour, c'est président du Haut Conseil des Maliens de France. Président du Haut Conseil des Maliens de France, ce qui est corrigé. Merci. Alors, Monsieur Diarra, dites-nous, quelle atmosphère est-ce qu'il y a aujourd'hui à Paris après ces incidents? Bon, l'atmosphère reste toujours au recueillement et au rétablissement, dans la mesure où ce qui s'était passé est impensable. J'entends par-ci, par-là, est-ce qu'il n'y a pas trop de liberté? Vous savez, nous sommes dans un monde où chacun a besoin de s'exprimer. Nous sommes dans un monde où on sait désormais qu'il y a des croyants et les croyants entre eux se respectent. Je crois que la ligne directrice doit être ça. Moi, musulman, je n'ai pas à insulter le chrétien ou le juif pour sa religion. Quelqu'un qui n'est pas religieux, on ne peut pas lui demander les mêmes règles. Quelqu'un qui n'est pas croyant, on ne peut pas lui demander les mêmes règles que les croyants. Donc, à partir de ce moment-là, la presse a un rôle. Ce rôle-là, si certaines presses s'appliquent des règles et dessinent des lignes rouges à ne pas dépasser, ça c'est leur responsabilité. Mais en aucun cas, on doit régler les différends par les armes, quels que soient ces différends, quelle que soit leur nature, parce que quelque part, il peut se trouver au monde une religion qui soit plus forte que les autres. Est-ce que celle-ci a le droit de prendre les armes et de soumettre les autres à cette religion? Donc voilà, en dépassant tout cela, en disant non, on peut travailler intelligemment, on peut se combattre intelligemment, on peut faire des caricatures, parce que le prophète lui-même, il a entendu pire et il a vu pire, mais pas par n'importe qui, par les siens. Lisez le Coran et lisez les passages. Donc voilà, ce n'est pas au nom de lui que nous devons ôter la vie à quelqu'un. Merci beaucoup, Monsieur Diarra. Vous restez avec nous pour la suite de cette émission. Alors, Imam, vous venez d'entendre les différents propos par rapport à cette situation. Comment est-ce que l'islam, vu par les Maliens, voit cette situation qui se passe en France? Vraiment, c'est vraiment déplorable. Donc, je profiterai, comme l'a fait Madame Togola, je ne sais pas si je prononce bien moi aussi, c'est-à-dire, je profite d'abord pour condamner. C'est un acte condamnable, vraiment, porter atteinte à la vie des gens et contraire à nos valeurs islamiques. Donc, vraiment, ce qui s'est passé, vraiment, nous le condamnons fermement. Mais nous disons, on ne va pas arriver jusqu'à ce point pour dire que nous, en tant que musulmans, on n'est pas Charlie, mais on refuse que ça soit au nom de l'islam. On dit, ce qui s'est passé, ce n'est pas au nom de l'islam, ce n'est pas au nom du prophète Mahomet, sallallahu alayhi wa sallam. Et puis, ce que nous allons dire à nos frères musulmans, c'est de ne pas répondre aux provocations. Vous voyez, aujourd'hui, peut-être il y a une normalisation des discours islamophobes partout en Occident. C'est des provocations. Nous devons quand même comprendre que le prophète, alayhi salatu wa salam, comme disait M. Diarra, lui-même
lorsqu'il était vivant, il a vécu toutes sortes d'atrocités, de violences, mais il n'a jamais réagi par la sorte. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il y a un verset du Coran qui nous demande, vous musulmans, vous allez, Dieu s'adressait à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et lui il a parlé à sa communauté en disant que vous allez subir la même chose que le prophète alayhi salatu wassalam. Mais si vous en direz, c'est cela le meilleur. Donc, il est demandé à nous, musulmans, vraiment d'encaisser tout ça, là, de ne pas répondre par la violence. La violence ne résout rien. Vous voyez, est-ce que cette violence est inscrite dans le Coran? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Et vous voyez, les habitants de Taïf, lorsque le prophète est parti à Taïf pour faire passer le message de l'islam, il a été accueilli par la violence. Hein? Il a saigné ces jours-là. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Lorsque l'ange Gabriel est venu lui demander, Taïf se trouve entre deux montagnes, Dieu vous demande si vous l'acceptez tout de suite, et il va tout de suite raser les habitants de Taïf. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Le prophète, il a répondu, il a dit, ben voilà, peut-être que c'est moi qui n'a pas pu convaincre les habitants de Taïf, le message n'a pas bien passé, ou bien c'est les habitants de Taïf qui n'ont pas compris le sens du message islamique. Donc Dieu, il faut le pardonner. C'est ça le message de l'islam. Vous voyez, aujourd'hui, par ces comportements, l'islam qui était visé, qui était victime, aujourd'hui, il faut voir, tout le monde condamne l'islam. Alors, Imam, aujourd'hui, il y a eu 3 épisodes. D'abord, le premier à Charlie Hebdo, où les caricaturistes étaient mis en avant. Mais il y a eu ce meurtre assez froid de la policière. Ensuite, dans l'épicerie cachère, il n'y avait pas de caricaturistes, mais plutôt des civils. C'est une communauté qui a été visée. Qui a été visée, voilà. Il ne faut pas aussi oublier ce qu'il y a entre les juifs et les musulmans. C'est monnaie courante. C'est-à-dire, le débat ne se situe pas dans ce contexte seulement islamique. Il y a d'autres problèmes. Il y a la question de l'intégration de ces enfants issus de l'immigration aujourd'hui en France. Il y en a parmi eux qui se sentent exclus. Sinon, comment comprendre que dans un pays où on a accueilli vos parents et qu'on vous a donné la chance d'aller à l'école, on vous soigne dans les hôpitaux et que vous prenez les armes contre les symboles de cet État-là? Donc, il y a une frustration au niveau de... C'est un peu partout. Voilà. Mais comment expliquer aussi ces attentats au Mali, par exemple? Voilà, bon, vous savez, il n'y a pas que la France, mais comme on parle précisément de ce cas, France. Voilà, donc j'ai profité pour dire, voilà, il y a d'autres aspects de ce problème et vraiment qui dépassent le cadre religieux. Il y a d'autres vraiment aspects. Merci beaucoup. Alors nous allons observer quelques secondes de pause avant de poursuivre avec la deuxième partie de cette émission. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux à travers notre page Facebook et notre compte Twitter, mais aussi sur notre site web www.studiotamani en un seul mot.org. Alors nous parlons aujourd'hui de la liberté d'expression dans le monde et de façon spécifique cette attaque au siège de Charlie Hebdo en France, et nous évoquons donc cette situation assez douloureuse dans ce studio. La religion est-elle otage aujourd'hui de l'extrémisme islamiste dans le monde? Nous allons donc débattre de cette thématique dans la deuxième partie de cette émission. Alors, nous sommes avec Imam Mamadou Diallo de Trokrobou, responsable du dialogue islamo-chrétien au Mali, Madame Togola Awa Simega de Kunafuni.com et Amedi Diara, président du Haut Conseil des Maliens de France, et également moi, Maman Sissé, journaliste à l'Indicateur du Renouveau. Alors, Maman, pourquoi autant de terreur infligée au nom de l'islam? Je pense que pour le cas du Mali, c'est un autre débat. Je préfère parler ainsi comme l'imam. Mais en France, à d'autres niveaux. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que personne dans les médias français, ailleurs, on ne fait pas les débats par rapport aux causes réelles et potentielles. Ce qui montre que
on ne prépare pas l'avenir. Mais je ne justifie pas le fait qu'il y a des attentats et autres. Mais on se demande quand même qu'est-ce qui a pu pousser une nation comme la France à être aussi fragile parce que c'est important quand même que Charlie Hebdo, ça depuis des années, est dans une logique. La logique, c'est quoi? C'est d'être en guerre vraiment avec ceux qui pensent que c'est pour un peu blasphémer le prophète que Charlie a fait par le passé des caricatures. Moi, je pense que c'est important de savoir les causes réelles et potentielles. Alors, Awa, moi, en fait, je dirais que cet attentat-là montre qu'aucun État n'est assez suffisamment puissant pour maîtriser le terrorisme. Parce que je qualifie ça de terrorisme. On se souvient du 11 septembre aux États-Unis. Personne n'aurait jamais imaginé que cela puisse se faire aux États-Unis pour un État aussi sécurisé, aussi puissant, entre guillemets. Donc, ça montre que vraiment, il faut que chaque État prenne conscience et mène des actions en faveur. Surtout, j'interpelle les religieux. Il faut vraiment que les religieux mènent des prêches, des campagnes de sensibilisation, qu'ils expliquent vraiment c'est quoi l'islam. Les vrais préceptes même du vrai islam. Parce que ces gens-là, ce ne sont pas des musulmans, ce ne sont même pas des islamistes. Je les qualifierais de bandits, de terroristes qui se cachent sous la coupe de la religion pour mener des actes barbares. Voilà. Alors, Imam, vous avez expliqué une situation tout à l'heure qui était un peu semblable à ce que les chrétiens ont l'habitude d'entendre, pardonnez-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce qu'en islam, de tels concepts existent? Exactement, c'est ce que je disais. Le prophète a demandé à Allah de pardonner les habitants de Taïf. Mais je voulais revenir sur là où a terminé ma sœur. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est pas le fait. Prenons le cas de ces jeunes-là. Ils n'ont pas été formés dans une école islamique. C'est les frères Kwasi. Ils ont été élevés dans les orphelinats. Sans oublier Amédi Koulibaly. Voilà. Amédi Koulibaly, quand le discours, ce que j'ai suivi lors de son intervention, il a été enrôlé par des gens, je ne sais pas quoi, en Syrie. Hein? C'est le même problème ici, c'est le même phénomène. C'est le même islamiste qui va le lavage de cerveau. Voilà, justement, il faut maintenant que l'État fasse son lavage de cerveau exactement. à son tour. Exactement. Voilà. Il faut donner les moyens aux religieux, je ne sais pas, aux religieux modérés, aux religieux qui parlent du vrai islam. Voilà. Parce que ce n'est pas ça qui honore l'islam. C'est ce que j'ai dit. On était victime de quelque chose, d'une situation. Tout le monde nous soutenait en disant que voilà, l'islam est agressé, l'islam est visé. Mais aujourd'hui, nous sommes devenus des agresseurs. Hein? Aujourd'hui, tout le monde insulte l'islam. Il faut voir, est-ce que, selon ce que ces gens-là ont dit, nous allons venger notre prophète. Est-ce que le prophète a été vengé? Le prophète n'a jamais été profané que dans ces derniers jours-là. Hein? Il faut voir, Charlie Hebdo ne faisait que 75 000 exemplaires. Par semaine, mais des 75 000, ils ont fait 3 millions et 1 million dimanche, et demain, mercredi, 3 millions, et dans une semaine, jusqu'à 23 millions. Avec le prophète à la une. Avec le prophète à la une. Alors, Amédi Diarra, vous êtes président du Haut Conseil des Maliens de France. Aujourd'hui, tout le monde parle de ces jeunes de banlieue, si on peut dire ça comme ça. Qu'est-ce qui est fait, selon vous, pour des jeunes Maliens comme ces jeunes-là, pour les encadrer et leur éviter de telles dérives? Vous savez, la caractéristique essentielle des pays occidentaux, et particulièrement la France, c'est la question de la liberté. Vous prenez l'exemple d'Amédi Koulibaly, comment il a pu être enrôlé. C'est quelqu'un, un imam, enfin un pseudo-imam, qui n'a jamais fait d'études, qui n'a jamais, peut-être qu'il ne prie même pas dans la journée, parce qu'il était trafiquant de drogue, et qu'à un moment, lui aussi, on l'a mis dans sa tête, que le meilleur moyen de se venger, c'est de s'inscrire dans l'islam, c'est d'aller apprendre sur le net les mots, d'aller convaincre les gens que ça, c'est ça qu'il fallait. Eh bien, c'est comme ça
que les jeunes qui ne veulent pas faire l'effort d'apprendre à l'école parce qu'on leur fait croire qu'ils perdent leur temps en étudiant et qu'un seul soir ou en une semaine, en vendant de la drogue ou en allant casser la maison de quelqu'un, ils vont gagner presque pour un an qu'ils travaillaient. Voilà les discours simplistes qui ont été inculqués chez beaucoup de gens, beaucoup de jeunes, qui d'ailleurs n'écoutent même pas leurs parents parce qu'ils pensent que leurs parents sont soumis et que leurs parents ne se défendent pas, qu'ils se soumettent, que voilà, ils sont moins que rien. Voilà le contexte. Et c'est l'environnement qui a façonné quelqu'un comme Amédi Koulibaly, dont les parents sont croyants. Et c'est un enfant d'une fratrie de 10 enfants. Il est le seul garçon. Les 9 filles n'ont aucun problème. Ses sœurs n'ont aucun problème. Travail pris. Donc voilà, aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est effectivement trouver les voies et moyens, les ressorts, donner les moyens aux associations, donner les moyens aux collectivités qui veulent bien s'employer à aider ces jeunes à retrouver une dignité. Parce qu'aujourd'hui, vendre de la drogue ou aller attaquer des personnes, des vieilles personnes, leur prendre leurs biens, ce n'est pas la dignité. Merci beaucoup, M. Diarra. Merci beaucoup, M. Diarra, mais restez avec nous. Alors, imam, la religion ou les leaders religieux font-ils assez pour prévenir de tels dangers? Bon, nous devons, moi je ne pense pas, le problème ne se situe pas à ce niveau seulement, c'est l'ensemble de la société, on doit se donner la main. C'est une responsabilité qui incombe à nous tous, nous devons tous jouer notre part, vraiment les parents, le pouvoir public, les religieux, les associations islamiques, c'est à tout le monde de se donner la main pour combattre ces phénomènes-là. Sinon, la stabilité que nous cherchons et la tranquillité pour ce monde-là, on n'aura jamais ça tant qu'il y a ces phénomènes-là. Alors, pensez-vous que l'islam doit rester dans le domaine de la mosquée ou bien doit s'intéresser au quotidien des gens? Vous savez, aujourd'hui on parle de la séparation de l'Église et de la politique. Mais sinon, l'islam, c'est un système, c'est l'ensemble du système. C'est-à-dire l'islam ne s'intéresse pas seulement à la mosquée, c'est à la vie de l'homme, des musulmans et des non-musulmans, pour protéger même les non-musulmans. Vu les risques aujourd'hui, est-ce que l'islam doit aller au-delà des mosquées? Exactement, exactement. Il faut aller dans les écoles, il faut aller sensibiliser, même les jeunes qui se trouvent dans les rues, il faut aller vers tous ces gens-là, parce que c'est des gens qu'on peut aujourd'hui exploiter. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 2 semaines, nous avons organisé une rencontre avec la jeunesse parce que nous avons dit que la jeunesse est ciblée par ces terroristes-là. Donc il ne faut pas aujourd'hui aussi, dans la politique de nos États aussi, c'est-à-dire moi je vais aller loin, moi je vais aujourd'hui qu'au niveau des Nations Unies pour prévenir tout ça là, parce que nous voulons la paix mondiale, nous voulons qu'il y ait la tranquillité et que les gens vraiment puissent circuler librement. Imaginez un peu les mesures qui seront prises dans ces 2 jours-là concernant les voyageurs. Hein? Ça va vraiment réduire la liberté des gens. Donc, moi, je pense aujourd'hui, pour la paix mondiale, il faut que les Nations Unies s'impliquent. Il faut voter une résolution pour dire que voilà, que le prophète, la liberté d'expression, c'est une réalité. L'islam même est pour ça. Mais quand même, il ne faut pas arriver à un niveau, il ne faut pas attaquer la foi des gens, ça les pousse aussi à l'extrême. C'est pas bon, il doit avoir une limite. Il faut faire quand même... nous condamnons ce qui s'est passé, mais au même moment, nous disons que vraiment, il faut essayer de voir par tous les moyens que les Nations Unies et les autres organisations se donnent la main pour quand même dissuader ceux qui pensent que tout est permis, ceux qui pensent qu'on peut atteindre même les prophètes. Je ne sais pas si vous avez l'information, les Américains ont refusé de multiplier les caricatures dans leur territoire.
Il faut voir, il y a un journal à Londres, Financial Times, qui a soutenu Charlie Hebdo en leur donnant 30 000 € comme soutien, mais ils ont refusé de reproduire les mêmes produits parce qu'ils savent que ça peut amener des frustrations. D'autres conséquences. Voilà. Alors, Maman Cissé, la liberté d'expression doit-elle avoir des limites? Oui, je reviens là-dessus. D'abord, je pense qu'il est important pour nous de revenir sur certains aspects. Au Mali, peut-être les gens ne valorisent pas. Je parle du cas de notre imam. Et je me rappelle, il y a 2 ans, il a pris une initiative. Et il va chaque année, lors de Noël, il va rendre visite à l'archevêché. Donc moi, je pense que c'est important. Je pense que la liberté, ou toutes les libertés, doivent être encadrées. Et dans le cadre de Charlie Hebdo, moi, je suis journaliste, je suis clair là-dessus. Et je ne suis pas d'accord qu'on intente à la vie d'un journaliste, ne serait-ce que même de façon verbale. Mais je pense qu'il est important que les gens doivent être responsables dans ce qu'ils font. Et je ne pense pas que Charlie Hebdo a gagné en publiant uniquement, en faisant des caricatures. Maman Cissé, vous avez été victime de harcèlement. On vous a accusé d'être allé trop loin. Aujourd'hui, est-ce que vous ne comprenez pas cette situation? Je la comprends, mais je ne demande pas à quelqu'un de peiner à ma place parce que je continue à peiner. Mais toujours est-il que je suis responsable. Je pense que Charlie aussi, parce que c'est pas les mêmes conditions. C'est pas les mêmes conditions. Moi, je pense que. Qu'est-ce qui fait la différence? La différence, c'est quoi? Moi, maman, je ne pense pas que je suis investi dans ma mission de journaliste de dire que comment on appelle, le féticheur de Sébenikoro ou ailleurs, de l'insulter, de penser qu'il ne doit pas vivre parce qu'il est féticheur. Ce n'est pas mon droit et je pense que ce n'est pas aussi le droit de Charlie Hebdo de faire ce qu'on appelle le sensationnel, parce que je pense que derrière tout ça, il y a une grosse machine, une machine qui consiste, et je le répète ici, un peu à légitimer la guerre, à légitimer tout ce qui est un discours construit sur les dangers islamiques. Et moi, je pense que Charlie Hebdo, à un moment donné, je reviens sur des aspects un peu que je vois dans la presse. Vous pesez vos mots? Oui, je pèse mes mots parce que je sais de quoi je parle. Parce que demain, après-demain, ça peut se retourner contre certains journaux maliens. Mais je pense que c'est important, au moment où Charlie Hebdo a caricaturé le prophète, que l'État français puisse faire sortir une décision. Mais qu'est-ce que l'État français dit? L'État français demande dans un communiqué à Charlie Hebdo de la retenue. En même temps, l'État français empêche à Dieudonné, je ne connais Dieudonné qu'à travers... on l'empêche de produire un humoriste. Un humoriste, on l'empêche. Vous voyez comment il y a une sorte de deux poids, deux mesures dans le traitement, dans la liberté. Bon, je pense qu'il y a deux libertés. Alors, Madame Togola Awa Simega de Kunafoni.com, est-il permis aujourd'hui pour un journaliste d'être athée, de ne pas être croyant? Oui, il est permis à un journaliste d'être athée parce que chacun a sa croyance. Donc, je crois qu'on doit respecter la croyance de tout un chacun, la religion de tout un chacun, tout en tant que journaliste. C'est vrai, la liberté d'expression, je suis d'accord, la liberté de parole, c'est vrai. Tout le monde a droit à cela, mais pas à l'extrême, tel que ça a été le cas avec nos confrères de Charlie Hebdo, qui, je considère qu'ils sont allés trop loin en faisant ce qu'ils ont fait. Et je dirais quelque part que, je ne les accuse pas, mais je dirais qu'ils ont cherché en fait ce qui leur est arrivé. D'accord. Alors nous allons terminer la deuxième partie sur ces mots de Awa Semega. Nous allons partir en quelques secondes en pause et nous reviendrons pour la troisième partie de cette émission. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
La liberté d'expression est au cœur de cette émission. Aujourd'hui, nous sommes bien entendu en train de parler de cette situation qui est arrivée au siège de Charlie Hebdo. Je rappelle que 17 personnes ont été tuées lors de cette situation a provoqué la mort de 17 personnes. Et aujourd'hui, nous sommes là pour en parler. Nous sommes avec l'imam de Trokrobgou, Mamadou Diallo, responsable du dialogue islamo-chrétien au Mali, Maman Sissé du journal L'Indicateur du Renouveau, Madame Tougoula Awasimega de Kunafoni.com et Amédi Diarra, le président du Haut Conseil des Maliens de France. Alors, nous sommes donc à la troisième partie. La laïcité est-elle en danger? Le vivre ensemble est-il compromis, imam? Oui, vraiment. Moi, je pense qu'il y a des conditions pour que les gens vivent ensemble. Le monde est devenu un village planétaire. Donc, il faut que les gens s'acceptent, que les gens se tolèrent. Et surtout, il faut respecter l'autre malgré ta croyance. C'est ce que nous essayons de faire comprendre à la communauté musulmane. Et le Coran est clair là-dessus. Il y a une sourate al-Kafirun, où même les animistes sont cités. Là, comme dit, comme vous avez votre croyance, vous êtes libre. Ce n'est pas à nous d'arbitrer, ce n'est pas à nous de s'en prendre à vous. Donc l'islam donne la liberté à chacun vraiment de s'exprimer comme il souhaite, de faire sa culte comme il souhaite. Donc ce n'est pas à un musulman d'empêcher ça. Mais ce qui est déplorable aujourd'hui, c'est d'arriver à un niveau où vraiment les gens pensent qu'il est normal. Ce que je reproche un peu à l'Occident, c'est ça. Ils pensent que c'est ça c'est un acquis, c'est la démocratie, c'est ça, il faut que tout le monde se soumette. Non, on ne peut pas quand même... c'est d'aller trop, comme l'a dit mes prédécesseurs. Vraiment, si nous voulons vraiment vivre ensemble aujourd'hui, il faut qu'il y ait des limites. Vraiment, il faut respecter la croyance des autres. Tu ne peux pas s'en prendre aux prophètes des autres. Et vous savez, nous avons des fous dans nos camps, et aussi ils ont des déséquilibrés dans leur camp. C'est ces déséquilibrés-là qui sont en train de reproduire les caricatures aujourd'hui pour nous provoquer. Donc vous estimez que ces journalistes étaient des déséquilibrés? Tout à fait, tout à fait. Quand ils t'en prennent, ils ont été menacés plusieurs fois, ils ont continué, voilà, ils ont payé le prix. Donc vraiment, il ne faut pas aussi l'islam, quand Dieu vous donne la vie, vous devez aussi le préserver. Il ne faut pas faire... Qu'est-ce qui les oblige à aller faire ça? S'ils ne le font pas, j'ai pris le cas de Financial Times, ils n'ont pas voulu reproduire. Mais qu'est-ce qui leur est arrivé? On ne peut pas dire qu'il n'y a pas la liberté d'expression au Royaume-Uni. Encore une fois, imam, je reviens sur cette attaque à l'épicerie Kacher qui a fait 4 morts, en plus du terroriste. Voilà. Ce qui n'est pas... voilà, c'est presque la même chose. C'est différent de Charlie Hebdo. C'est des civils. Amadi, il a été enrôlé par les gens qui sont en Syrie. Et c'est pas seulement, ils ne veulent pas seulement venger Yémen, et ils ont parlé aussi de la Syrie. C'est-à-dire, et leur problème, c'est pas seulement venger le prophète, mais le problème aujourd'hui, qu'il y a une coalition aujourd'hui qui lutte contre Daesh. Donc Daesh cherche par tous les moyens et moyens pour quand même faire aussi des actes. Selon eux, ça va continuer. Est-ce qu'en accusant ces journalistes-là, vous ne cautionnez pas? Pas du tout. Pas du tout. Je pense qu'il ne doit pas aller loin, mais nous n'avons pas le droit d'aller vraiment jusqu'à ce point-là. À les assassiner, quand même, c'est trop. C'est pourquoi j'ai commencé à condamner ça. Donc vraiment, nous sommes pour la liberté d'expression, nous sommes pour la diversité, mais j'ai pris l'exemple. Vous savez, le premier récit que nous avons dans le Coran, Allah nous parle des Satan. Le Satan, il a défié Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est opposé à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il a tous les moyens d'éliminer Satan. Mais c'est ce qu'il a fait? Non, il ne l'a pas fait. C'est pour nous montrer que nous devons être tolérants. C'est pourquoi le verset coranique est très clair là-dessus. Et vous allez entendre beaucoup de désagréments vis-à-vis de votre religion. Mais si vous en direz, n'a pas dit de riposter, de les assassiner, non. Mais si vous en direz
et cela est meilleur pour les croyants. Alors, Amédi Diarra, vous êtes le président du Haut Conseil des Maliens de France. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire avec vous, avec certitude, que le vivre ensemble est désormais compromis en France? Non, le vivre ensemble n'est pas compromis, dans la mesure où ces faits-là révèlent que l'immense majorité des musulmans n'ont pas ce visage-là. Peut-être les gens le savaient, beaucoup de gens le savaient, mais aujourd'hui, les faits aussi ont démontré que lorsqu'Amédi Coulibaly, comme vous l'avez dit, l'a posé la question, ce n'est pas les 4 personnes qu'Amédi Coulibaly a tuées ne sont pas des caricaturistes. Peut-être ces 4 personnes-là respectent les règles qui sont pratiquement les mêmes dans les 3 grandes religions monothéistes, l'islam, le judaïsme et le christianisme. Peut-être qu'ils sont aussi contre les caricatures. Mais Amédi Coulibaly ne peut pas aller pour en découdre avec un caricaturiste. Il est allé parce que les prédicateurs qui l'ont formé, qui l'ont, comme on dit, formaté, veulent qu'il y ait une confrontation entre 2 religions. Il faut tuer les juifs, mais qu'ils soient bons ou mauvais. Bon, d'ailleurs, ce n'est pas à nous de juger quelqu'un de bon ou mauvais pour le supprimer. Voilà l'esprit qui l'a guidé à faire le tour de Paris pour aller trouver un magasin cachère. Qui va dans un magasin cachère? 90% des juifs. Donc, aujourd'hui, ce qui se révèle, c'est que toutes les religions, les grandes religions monothéistes, ont compris que chacun doit faire l'effort chez elles pour que les croyants croient, les pratiquants pratiquent, ceux qui ne croient pas aussi soient libres de s'exprimer. On peut mettre des garde-fous, puisque la presse elle-même, des fois, s'impose des règles. Sauf la presse satirique. Dans tous les États, c'est comme ça, malheureusement. Et en général, ceux qui ont cette plume-là, même s'ils sont croyants, ce n'est pas leur croyance qu'ils mettent en avant, c'est leur profession. Donc, le monde moderne a besoin d'équilibre, et ces équilibres-là, obligatoirement, c'est entre ces différents éléments. Jusqu'où on peut s'exprimer. Est-ce que lorsque je m'exprime, des fois je peux être blessé? Est-ce que ça te donne le droit de me ôter la vie? C'est ça la question. Merci beaucoup Amédi Diarra. Vous êtes président, je le rappelle, vous êtes président du Haut Conseil des Maliens de France. Alors Maman Cissé, vous êtes journaliste à l'Indicateur du Renouveau. Est-ce que la France a choisi une option plus responsable avec la manifestation de dimanche par rapport aux États-Unis qui sont allés en guerre après le 11 septembre? Oui, c'est ça. Il faut un peu placer le contexte de la marche républicaine en France comme une sorte de récupération politique. Il y a un président qui a mal au niveau de sa popularité. Il y a des présidents africains à l'image du président malien. Ali Bongo également. Oui, c'est des gens à regarder autour de vous. Tous ces présidents qui sont partis, c'est des gens, et ils ont besoin aujourd'hui de rehausser leur cote. Ils ont besoin de la France. Moi, je ne légitime pas ces violences. Comme l'imam l'a dit, personne d'entre nous sur ce plateau ne légitime ces violences. Mais ce qui est sûr, derrière ces discours de ces derniers temps, il y a quand même de la récupération politique. Et il y a aussi que les gens, comme notre président, veut occulter les débats au niveau national parce que moi je ne peux pas comprendre. En tout cas, c'est mon droit en tant que Malien de m'interroger sur le fait que, journaliste, de m'interroger sur le fait que depuis que nous sommes en guerre, depuis qu'on a un président, depuis que il y a toujours des attentats terroristes au nord, depuis qu'il y a eu des morts, il y a tout ça. Le président malien n'a même pas pris. Je dis bien, sa pirogue peut prendre le général Kankoumouza, partir à Gao, Tombouctou, Motu ailleurs, pour dire voilà, j'ai compati. Mais bon, je crois que ces larmes, c'est quand c'est des étrangers. C'est ma conviction, je le dis, et je pense que c'est mon droit le plus absolu de penser que le président de la République, il devait avoir aussi
un regard sur ce qui se passe au Mali, les drames que les gens vivent tous les jours. Moi, j'étais parti 2 fois en une année à Tombouctou. Quand je reviens, je vous dis, souvent, je ne suis pas fier de dire que voilà, je viens de là-bas parce que je sais dans quelles conditions les gens vivent, je sais ce que les gens en disent et les dangers que les gens encourent. Parce que je vais vous le rappeler, j'ai fait 4 nuits chez moi, mais les 2 dernières nuits, je n'ai pas pu dormir parce que je me suis dit, j'ai senti pour la première fois dans ma vie que j'avais peur parce qu'ici, il n'y a personne pour me protéger. Donc, moi, je pense que c'est très bon de partir pleurer en France. C'est aussi bon d'essuyer les larmes de ceux qui souffrent tous les jours. Ah ouais. Oui, moi, je vais un peu contredire Maman. Parce que je pense que la participation du président... 50 chefs d'État, quand même. 50 chefs d'État, et puis particulièrement le Mali, parce qu'après tout, il ne faut pas oublier, occulter le fait que la France est le premier État à être venu à notre secours quand on en avait le plus besoin. Et la date était symbolique. C'était vraiment symbolique. Le 10 janvier, date de l'intervention en France, tout à fait. Au Mali. Voilà, donc je crois que c'est un soutien légitime, normal, qui, bien vrai qu'on condamne ce qui s'est passé, on n'est pas d'accord, je ne suis pas d'accord avec Charlie Hebdo, mais vraiment la participation du président à cette marche-là. Il était en première ligne d'ailleurs à côté du président Hollande, parce que ça montre pour moi, de mon point de vue, une lutte commune contre le terrorisme. Voilà. Alors, Imam, est-ce que la France, je reviens avec cette question, la France a choisi une riposte plus responsable que celle des États-Unis? Bon, ce que j'ai surtout aimé depuis dimanche dernier, quand le président Hollande intervient, vraiment il dit clairement que ces terroristes-là, ce ne sont pas des musulmans. Et ça, j'ai beaucoup aimé parce qu'il faut éviter l'amalgame maintenant. Et donc, voilà, moi, en tant que religieux, c'est... Aussi bien lui que Angela Merkel de l'Allemagne qui a également précisé que vraiment il ne s'agit pas des musulmans et qu'en Allemagne, il y a beaucoup de musulmans qui n'agissent pas de la sorte. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de mosquées qui ont été attaquées en France. Donc, voilà, il est bon que nos dirigeants politiques interviennent dans ce sens-là aussi. C'est ce que j'ai surtout aimé. Oui. Alors, aujourd'hui, suite à cette situation, l'éducation des jeunes est au cœur de l'actualité. Est-ce que ce manque d'éducation-là justifie justement ces attaques terroristes, tant en France qu'au Mali? Oui, exactement. Moi, je pense que ces gens-là n'ont pas été bien formés, on ne s'est pas occupé depuis le bas âge, sinon ils n'allaient pas quand même basculer. Le même problème est valable ici au Mali. Il faut qu'on arrive. C'est ce que je disais à un ami tout de suite. Il est bon qu'on forme nos imams au Maroc, mais il est bon aussi que l'État s'implique. Au Mali, ici, qu'on ait des centres de formation pour former nos imams. Et pour qu'il y ait du recyclage. Exactement. Il faut former toute la population, en fait. Oui, mais à commencer par les imams, parce que c'est les imams qui sont écoutés. Le vendredi, pratiquement, tout le monde, les gens partent à la mosquée, mais quand ils entendent des choses là-bas qui ne sont pas vraies, donc avec la mauvaise information... Ça mène à la dérive. Voilà. Alors, nous sommes donc à la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir écouté. Je rappelle que nous étions avec l'imam Mamadou Diallo, imam à Trokrobrou, également responsable du dialogue interreligieux, islamo-chrétien au Mali, Awa Simega de Kunafoni.com, Maman Sissé du journal L'Indicateur du Renouveau et Ahmed Diara, président du Haut Conseil des Maliens de France. Nous étions en train de réfléchir sur cette situation de Charlie Hebdo en France. Je rappelle que la vocation de Studio Tamani n'est pas de commenter, mais plutôt d'aller aux faits, rien que les faits. Et nous étions également en train de réfléchir aux voies et moyens pour prévenir contre de telles situations. Je suis Famoussa Sidibé, Peting Diara était à la mise en onde, Nouhoum Djire était à la régie vidéo, Ousmane Diadje Touré et Rokia Danyoko ont réalisé cette émission. Nous vous disons à demain pour un autre débat. Le grand dialogue. Le grand dialogue, l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue.